Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Donc pourquoi il est tant vu? Ça, c'est une raison quasi juridique. C'est parce que les Republic Pictures, dont je vais vous parler, avaient perdu les droits au milieu des années 70 jusqu'au milieu des années 90. Donc tout le monde l'a montré à la télé gratuitement. Aux États-Unis, il a édité. Je crois qu'il y avait 100 éditeurs différents de VHS qu'il avait édité. Vous vous rendez compte à l'époque. Donc il a énormément circulé. Ça coûtait rien à personne. L'air de rien, ce fait juridique fait qu'il est rentré dans la culture populaire mondiale, américaine mais mondiale, beaucoup mieux que d'autres films. Donc parfois, un problème de droit d'auteur, paradoxalement, fait qu'un film a davantage de succès que ce qu'il en a eu à l'époque, puisque quand il est sorti, ça a été un succès relatif et il a, je crois, même perdu un peu d'argent. Alors pour vous situer quand même, puisqu'à la fois, si vous connaissez le film, vous verrez ou vous savez que c'est une somme de Capra, donc c'est aussi bien de finir sur ce film. Vous allez reconnaître, si vous avez vu d'autres films de Capra, des traits, des motifs, des façons de faire, des acteurs, etc. Bon, ça, vous serez à la maison d'une certaine façon, mais d'un autre côté, pas du tout. Et ça, c'est peut-être moins évident. Et je vous donne juste des éléments contextuels pour savoir où il en est à ce moment-là. En fait, on est tout simplement après la guerre. Donc le film sort, non pas à Noël d'ailleurs, mais en janvier 1947. Et qu'est-ce qui s'est passé? Capra, il a beaucoup travaillé depuis la dernière fois où on s'est vu, depuis Meet John Doe. Il a travaillé je vous en avais un peu parlé, pour l'armée américaine, mais c'est vrai qu'il est resté plutôt aux États-Unis, mais il a été quand même très impliqué. Et la guerre a changé beaucoup de choses, y compris les studios hollywoodiens ont aussi changé. Donc quand il revient en 1944 et qu'il essaye de se mettre au travail, il est un peu hors du coup. Donc il se dit, ce qui serait génial, il le dit d'ailleurs dans un entretien au New York Times en 1945, ce qui serait bien, c'est que je puisse faire comme ça, me refaire la main en faisant un ou deux petits westerns rapides, etc. En fait, c'est pas du tout ce qui va se passer. Il a même un projet de western en Technicolor, Pioneer Woman, Women, assez intéressant, avec Gary Cooper, qui a une sorte de convoyeur de femmes. Enfin bon, ça aurait été un beau film. Je crois qu'il a été fait plus tard et ailleurs et par quelqu'un d'autre, mais c'est pas ce film-là qui va réussir à faire. En fait, il s'aperçoit qu'il est un peu déphasé au retour de la guerre, et d'autres de sa génération aussi, d'une certaine façon. Il faut qu'il se remette le pied à l'étrier, ce qu'il fait en devenant indépendant, en créant sa société qui s'appelle donc Republic Pictures, et vous voyez, qui s'appelle Liberty Films. J'ai fait un lapsus depuis le début. Liberty Films avec les cloches là, les Liberty Bells américains. Donc là, on pense à Mr. Smith et à tous les symboles de la démocratie américaine. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on fonde une société d'indépendants, en général à Hollywood, on le fait avec d'autres cinéastes. Vous savez, comme les United Artists, pour avoir plus de poids auprès des distributeurs. Et il le fait notamment avec William Wellman et avec George Stevens, dont on verra un superbe film l'année prochaine. Et William Wellman, c'est pareil, il est au retour, il n'est pas sûr d'arriver, et finalement il fait un film exactement en même temps que celui-ci, en même temps que Capra. Ils font un peu la course, ils sont amis, et ils s'envoient des télégrammes du genre le dernier arrivé est un œuf pourri, je cite, ou bien ouais, c'est vrai, moi mon premier jour de tournage ça s'est bien passé, mais t'as vu que maintenant le cinéma est sonore. Enfin bon, voilà, ce genre de blague qui s'envoie un peu genre vétéran, quoi. Et George Stevens, lui, dit carrément que la guerre, comme il a participé à la libération des camps à Dachau, il a littéralement coupé les barbelés, ouvert les camps. Il est resté complètement sidéré, marqué par cette expérience, donc beaucoup plus directe que celle qu'a pu vivre Capra, et il est devenu assez taciturne. Capra, sans aller jusque-là, tous les témoins, les collaborateurs qui le trouvent beaucoup moins joyeux, beaucoup moins précis, faisant les choses un peu à la hâte. Voilà, vous en jugerez pour celui-ci. En tout cas, il a la chance de tomber sur une petite historiette qui fait un peu penser au métier de Mr. Deeds. Si vous avez vu l'extravagant Mr. Deeds, vous vous souvenez de sa profession au départ chez lui?
il est poète de cartes postales, vous vous souvenez? Il écrit des petites poésies pour faire des légendes de cartes postales. En fait, il y a un type qui écrivait des petites histoires comme ça et qui n'a pas trouvé à les publier, qui a donc publié cette petite histoire à compte d'auteur, un petit livret, et puis il l'a envoyé à tous ses amis pour Noël, comme une carte de vœux. Et l'une de ses amies et connaissances, c'était une agente hollywoodienne, un agent à Hollywood. Elle a dit, tiens, on pourrait l'adapter en film. Et c'est comme ça que la petite histoire a été vendue à RKO, le studio RKO, à la demande de Cary Grant, sur le conseil de Cary Grant. Et puis ensuite, RKO n'en a rien fait et a fini par le vendre à Liberty Films. Et c'est comme ça que Capra a pu, j'allais dire, y remettre tous ses propres thèmes, parce que évidemment, vous allez voir que l'histoire colle complètement avec tout ce qui le hante, j'allais dire. C'est un film sur lequel énormément de scénaristes ont travaillé après, 7 ou 8 ont travaillé après. Donc il y a ce côté un peu melting pot, mais voilà, on en parle après. C'était juste pour vous donner ce contexte particulier de l'après-guerre. Et dernière personne qu'il fallait refaire jouer, c'est James Stewart. Vous l'avez vu dans Vous ne l'emporterez pas avec vous auparavant, et vous l'avez vu dans Mr. Smith au Sénat, à Washington. Mr. Smith au Sénat, Monsieur Smith au Sénat, si vous êtes venu le voir, sauf que lui, il était aussi dans l'armée de l'air pendant la guerre, et il avait la ferme décision au retour. Il se trouvait que c'était trop déphasé de revenir à Hollywood, et il voulait revenir en Pennsylvanie et reprendre la quincaillerie de son père, sans blaguer. Et en fait, Capra l'a contacté, lui a raconté l'histoire au téléphone, et Stewart raconte qu'il dit vraiment, c'est Capra qui a sauvé ma carrière. Et aussi Lionel Barrymore, l'acteur notamment de Vous ne l'emporterez pas avec vous, et qui revient ici dans cette petite troupe d'acteurs de Capra que vous allez reconnaître, puisque Lionel Barrymore, grand acteur et grand défenseur des acteurs, a convaincu James Stewart que il ne pouvait pas arrêter le métier comme ça, et que c'était un métier aussi noble que celui de défendre la nation, qu'il y avait une noblesse dans l'art. Voilà. Bon, pardon pour cette introduction trop longue, et on regarde le film et on se retrouve après. Bon film. Du coup, il faudrait peut-être commencer par cette fin qui est quand même extrême. On a déjà parlé des happy end hollywoodien de Capra, mais là il s'est surpassé sur l'extrémité de l'hilarité, de la joie, de la solidarité, de l'amitié et de la preuve de l'existence de Dieu. Évidemment, si vous êtes venu au précédent Capra, vous vous souvenez que Deeds a eu un moment où il était aussi très mal pendant son procès, où il ne voulait plus parler. Que Smith, donc James Stewart, s'est évanoui en plein Sénat, à force de voir filibuster pendant des heures, et que John Doe, il allait se jeter du haut de l'Empire State Building dans L'homme de la rue. Donc quand même, pour avoir une fin aussi extatique, il a fallu aller très très bas avec George Bailey, et effectivement, je disais que vous alliez forcément reconnaître d'autres motifs des films de Capra, mais là, il va très 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 loin, et y compris donc, il est allé très loin dans le fond que touche George Bailey. Donc c'est à la mesure, la fin est une sorte de... Vous aurez compris maintenant qu'il y a cette espèce de détente, de ressort comme ça qui nous revient dans la figure à la fin d'un film, et c'est le contre-coup du désespoir ou de la lutte contre cette espèce de démon qu'on a un petit peu identifié depuis le début dans les films de Capra, qui serait quoi? On disait un peu le cynisme, ou en tout cas la tentation du désespoir, la tentation du nihilisme, la tentation de la compromission, puisqu'à un moment il va quand même voir ce Potter, il est quand même prêt à finalement renier tout ce pourquoi il s'était battu. Donc vous voyez que là on est dans une extrémité, disons, du schéma Capra,
d'où la violence, on pourrait dire la violence de cette fin heureuse, et d'où la violence aussi faite au réalisme, on pourrait dire, puisque vous aurez remarqué que c'est le seul film qu'on a montré ici de Capra qui a recours au fantastique, appelons-le le fantastique tout de même, avec l'ange qui disparaît, qui réapparaît, etc. Alors est-ce que déjà peut-être vous avez des choses à dire? Je veux pas... Oui, il y a la cheminée, vous aurez remarqué que c'est ce qui réchauffe la maison désaffectée quand le foyer, disons, qu'elle construit comme ça, quand cette maison abandonnée tout à coup devient le lieu de la nuit de noces. Avec le plan d'ailleurs sur les chaussons de la femme et sa chemise de nuit un peu de mariée sur le lit. Ça me fait penser à une chose que je voulais vous dire, c'est que en fait, c'est assez complexe, cette construction. Je vais revenir à pourquoi je parle de la maison. C'est assez complexe, cette construction. Vous vous souvenez, parce que le film étant long et ayant cette fin complètement rapide et radicale, on oublie un peu le début, mais il est quand même suffisamment justement fantastique pour qu'on s'en souvienne. Vous vous souvenez que tout ça commence quand même au planétarium, j'allais dire, enfin au ciel, on va y revenir. Et puis, en fait, toute une très très grande partie du film, qui est peut-être moi celle que je préfère, mais enfin bon, c'est facile, c'est presque tout le film, est un flashback en fait. Donc l'enfance, l'adolescence et la vie de jeune homme de George Bailey, tout ça, on l'oublie un peu en cours de route, mais tout ça est raconté. Tout ça est raconté par Joseph et par Dieu. Et donc, voilà, il faudra revenir à quand même ce dispositif-là, parce qu'il est complètement inédit. Hein. Je vous rappelle qu'on est en 47, donc il n'y a pas toutes ces constructions très compliquées, sauf que si vous êtes amateur de cinéma classique, dans les années 40, vous aurez vu des films noirs et des mélodrames, dont on verra certains l'année prochaine, qui utilisent énormément la construction du flashback, du retour en arrière, pour expliquer un mystère, un crime, voilà, raconter, voire mentir. Il y a aussi des flashbacks mensongers. Donc c'est vrai que là, on arrive à la fin des années 40 et il y a cette utilisation, mais qui est quand même très singulière, du flashback. Et puis ensuite, deuxième étape bizarroïde, évidemment, c'est l'Uchronie, c'est-à-dire c'est ce moment où et si tu n'étais pas né, voilà comment le monde aurait continué son cours, j'allais dire aurait chuté d'une certaine façon. Et là, pareil, tout un pan étonnant, parce qu'on n'a jamais vu ça ailleurs au cinéma à ce moment-là. Ce que je voulais souligner, ce à quoi m'a fait penser la maison, c'est qu'en fait, quand on revient, il me semble que pendant toute la première partie du film, on oublie cette histoire de Joseph, de Dieu, etc. Tellement, je trouve, le quotidien américain est incarné, vivace, fort, et j'aime beaucoup, moi, toutes les séquences à l'université, et notamment cette incroyable séquence qui, je pense, Jean-Paul a inspiré Carrie au bal du diable de Palma. Enfin, je sais pas, tu dois le savoir, mais en tout cas, tout ce prom night qui manque quand même de tourner très mal, puisque cette histoire de la piscine qui est en dessous, malgré tout, c'est un sale coup. Enfin, je veux dire, c'est dans un autre genre de cinéma, ça finirait très mal. Et là, ce qui est génial, évidemment, c'est que ça devient un pool party. Hein. Tout le monde saute dans la piscine, y compris le président de l'université. Mais quand même, cette histoire de le type qui tombe dans la piscine avec sa future femme, tout ça est quand même assez symbolique de voilà, il est jeté, d'une certaine façon, il est jeté dans la vie. C'est quand même quelqu'un qui subit depuis le début. Donc il subit le fait de devoir reprendre le travail de son père, il subit évidemment le fait de ne pas pouvoir faire des études supérieures, de ne pas pouvoir partir à l'aventure comme il l'a toujours voulu, etc. Bon, tout est comme ça. Mais quand on revient comme ça en arrière, donc je disais au début, il y a quelque chose de très vivant dans cette famille aussi, quand on voit tous les plans avec le père, la mère quand le père est encore vivant, le frère un peu fêtard, etc. Tout ça est tellement vivace
on ne se rend pas vraiment compte, mais à un moment, et justement au moment où qui est pourtant si joyeux des émois physiques et amoureux, c'est-à-dire du buisson, du peignoir, etc., en fait, cette maison, c'est quand même une maison, vide, une maison désaffectée, et c'est quand même assez étrange que ce soit là devant qu'ils aient leur premier baiser, qu'ils la voient presque nue, enfin en tout cas qu'il y ait cette histoire de buisson et de peignoir, etc. Et comme vous l'aurez aussi remarqué, du point de vue de la mise en scène, quand elle perd son peignoir, il ramasse comme si c'était une peau, enfin comme si elle avait disparu comme un fantôme. Et donc en fait, dans le film, bien avant l'Uchronie, ce côté dystopique, ce moment où il n'est plus dans l'image, où il n'existe plus, eh bien il y a plein d'indices en réalité de mort, de désaffection, de ce côté. Et ensuite, effectivement, dans ce segment, mais qui est finalement pas très long, c'est le film lui-même qui nous apparaît comme une sorte de train fantôme, ou enfin voilà, c'est ce dispositif-là de dire on va regarder le même film, enfin en tout cas le même décor, mais autrement. Alors d'ailleurs, précision, ce décor, ils avaient fait exprès de le tourner, de choisir les plus vieux studios de la Warner, les plus vieux plateaux de la Warner. Voilà, il y avait déjà à l'époque le choix de faire de cette petite ville une petite ville plutôt 19e siècle. Enfin, c'est un film contemporain, enfin, qui va de 1919 à 1947, mais ils ont délibérément choisi de montrer un stéréotype de la petite ville américaine, même pour eux à l'époque. Donc c'est aussi ce choix-là un peu dickensien, avec aussi ce personnage de méchant délibérément très marqué, un peu Scrooge comme ça, un peu. En plus, il est de mauvaise humeur. Enfin, il se contente pas d'arnaquer tout le monde et de régner, mais voilà, c'est un sale bonhomme, etc. Donc il y a délibérément ce côté comme ça, le trait est noirci. Mais ce qui me semble intéressant, voilà, c'est ce côté boomerang un petit peu. Une fois qu'on arrive dans la partie vraiment cauchemardesque de voici le même monde si vous n'y existiez pas, il me semble que ça nous fait revenir en arrière et nous dire mais peut-être que la vie qu'il menait avant et qui nous était montrée comme malgré tout très joyeuse, avec un mariage heureux, des enfants, etc., ben, en fait, justement, elle était déjà une vie, disons, désaffectée. Enfin, bon, je m'avance un peu, mais moi, je trouve que le film, il a aussi sa force pour ça, de nous montrer que ces idéaux américains, et c'est pour ça que je pense que le film est un lieu d'ambivalence et pas du tout juste une simple célébration de toutes les valeurs américaines, on pourrait dire conservatrices, familialistes, et j'en passe, et de la petite épargne et de la solidarité entre individus, etc. C'est qu'en fait, il est le lieu de toutes ces ambivalences, à savoir donc y compris non seulement la partie cauchemardesque où Bedford Falls peut devenir carrément Pottersville, hein, donc une company town, une ville nommée d'après son banquier, etc., mais aussi où en retour, ce qui précède, et quand elle était déjà cette petite ville, est-ce qu'elle était si agréable, et est-ce qu'elle n'était pas aussi génératrice de frustration. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que le film est plus riche quand on le regarde de cette manière, et qu'il y a beaucoup d'éléments dedans qui mettent en regard George Bailey et Potter, par exemple. Enfin, il y a des effets comme ça de double, ou bien on pourrait dire aussi George Bailey et Mary dans le cauchemar. C'est-à-dire que quand elle est cette entre guillemets vieille fille, on n'emploierait plus le terme aujourd'hui, bibliothécaire, comme ça, célibataire, comme par hasard, bien avant dans le film, il avait été question du fait que lui, quand il est complètement saoul et qu'il ne sait plus où il marche, bah, il va à la bibliothèque, et Violette lui avait dit « mais tu n'en as pas marre de connaître tout le monde seulement à travers les livres, etc. » Donc en fait, à mon avis, le film est aussi une réflexion là-dessus, c'est-à-dire comment on peut laisser passer sa vie, on peut
se laisser agir par les autres, d'une certaine façon. Alors tout le monde a ses raisons. La phrase de Renoir, tout le monde a ses raisons de ne pas vous laisser vivre votre vie pleinement, d'une certaine façon. Tout le monde est gentil autour dans la famille, mais comme le frère, comme le jeune frère, il n'a pas fait exprès de tomber dans le trou d'eau au début, il n'a pas fait exprès de rencontrer sa femme loin de la maison, il n'a pas fait exprès d'être un héros de guerre, mais voilà, toutes ces conséquences font que il fait de l'ombre à son aîné, par exemple. Retour vers le futur est-il un remake de La vie est belle ? Alors, oui. Ça m'a fait penser, j'avais jamais oui. fait de comparaison entre ces deux films, mais là... Je pense que d'une certaine façon, oui, consciemment, beaucoup de films américains se sont inspirés de cette partie uchronique. Alors parfois ça prend la forme d'un voyage dans le temps un peu high-tech de l'époque, parfois ça prend d'autres formes. Alors il y a eu un remake télévisé avec d'ailleurs Orson Welles dans le rôle de Potter, je crois qu'il est sur YouTube, mais bon, ça ce ne sont pas les remakes explicites qui sont évidemment les plus intéressants, mais plutôt la façon dont ça s'est répandu dans toute la culture, et y compris au cinéma, à la télévision, dans les séries. Voilà, il y a toujours plein d'allusions à ça dans Gremlins, notamment aussi, et à notre avis. Et alors, il faudrait réécouter, ou peut-être vous êtes venus quand on avait passé Un jour sans fin de Harold Ramis avec Bill Murray. Il me semble qu'on en avait déjà parlé et que tout ça est à un moment une réécriture de ça. En fait, dès que dans un film américain, vous avez quelqu'un qui perd courage, qui devient arrogant, qui devient amer, qui devient et qui se révolte contre la société, mais pas de manière productive, collective ou révolutionnaire, mais de manière nihiliste et suicidaire. En général, il y a un rapport avec La vie est belle. Et dès qu'il y a cette histoire dans Un jour sans fin, c'est une faille temporelle, c'est une sorte de faille, comment on peut dire, de bégaiement, puisque c'est la même journée qui se répète et le héros n'arrive pas à en sortir. Mais donc, vous voyez, c'est un dispositif différent, mais au fond, ça crée un peu le même type d'initiation, on pourrait dire. Bonsoir. Du coup, moi, ce film-là, ça fait un moment que j'avais envie de le voir, parce que j'en avais entendu parler. J'avais lu un très bon article, et en fait, il disait que La vie est belle, c'était le premier téléfilm de Noël. Du coup, maintenant, on connaît tous les films de Noël qui sortent partout, tout le temps, qui sont de plus ou moins bonne qualité. J'étais curieux de voir ça. Et c'est vrai qu'on retrouve plein d'ingrédients de plein de films de Noël après, comme vous avez dit, Monsieur Scrooge, qui peut être Monsieur Potter, l'ange gardien, tout ça. Et j'arrive pas à me rendre compte, parce que j'ai pas forcément cette culture, mais à quel point c'est vraiment le premier film qui a fait tout ça, tous ces éléments qu'on retrouve après. Est-ce qu'avant il y a quand même eu d'autres films un peu dans le style, ou non, c'est vraiment le premier qui a mis tous les ingrédients et que tout le monde a repris après? Mais en fait, au départ, ça n'était même pas un film de Noël, vraiment. Alors, je vois bien que l'action se termine à Noël, bien sûr, et qu'il y a un rapport avec le fait que ce soit un ange et que Bedford Falls soit sous la neige et tout ça, hein, le côté boule à neige du film. Mais en fait, il n'a pas été sorti à Noël. Il a été sorti après. Il devait sortir fin janvier. Ils l'ont même ramené au début janvier parce que je ne sais plus quel film de Noël n'a pas pu être sorti pour des raisons techniques, j'ai oublié. Donc en fait, c'était pas tellement un film de Noël, et ça l'est devenu, comme je disais, par pur opportunisme des chaînes de télé et du fait qu'on pouvait le passer gratuitement. Et que quand même on avait remarqué que c'était un film apparemment de réconciliation familiale, de réconfort, mais comme j'ai essayé de le dire un peu vite et de manière un peu compacte, c'est en fait beaucoup plus compliqué que ça, et c'est beaucoup plus dépressif d'une certaine façon. Alors vous me direz, il faut peut-être en passer par là pour ensuite remonter la pente, sauf que selon la mécanique classique hollywoodienne, c'est pas parce qu'on a un happy end qu'on oublie tout ce qu'il y a avant.
Et donc parfois, ce qui nous frappe plus, c'est justement le pire. Et je vous dis ça parce qu'il me semble que dans la mise en scène, là encore, on est à une période classique, donc on n'a pas des effets justement à la De Palma ou même Hitchcock, sauf qu'en fait, quand on y réfléchit, il y a un moment où ça commence à vriller pour lui. C'est pas tant la première fois quand il rate le coche, une première fois avec le frère qui s'est marié, c'est la deuxième fois quand il s'aperçoit qu'il ne va pas pouvoir laisser la société à son oncle. Et qu'en fait ça se traduit dans mon souvenir, je crois que c'est dans ce sens-là, je ne sais plus, non. C'est qu'en fait ça se traduit pour moi par un passage au régime du gros plan qui est bizarre quand même pour le film, parce qu'en fait il y a très peu de gros plans dans tout ce cinéma-là classique. Il y en a quand les deux se rencontrent, quand un homme et une femme qui vont former un couple se rencontrent, on voit bien quand ils sont dans le gymnase, la salle de bal avec la piscine cachée en dessous, quand on lui dit allez va danser avec ma petite sœur et qui se souvient même plus qui c'est et qui veut surtout pas être babysitter et qui dit non, et puis tout à coup ils se distinguent l'un l'autre, et ça vous rappelle d'ailleurs, par exemple, West Side Story, comment s'est mis en scène la rencontre des deux jeunes gens dans West Side Story, cette idée de un visage tout à coup prélevé dans la foule. Bon, ça, on connaît l'usage du gros plan, de l'élection amoureuse. Mais par contre, dans ce film-là, il y a aussi le moment où il se retourne, il sort de Bailey's and machin, là, sa société de prêt, et en fait, il est très très près de la caméra et en gros plan avec son chapeau, et on le voit et il se dit je suis coincé, je suis fait comme un rat. Et ensuite, ce plan aura un écho. Plus tard, vous vous souvenez, quand il est la nuit sous la neige et qu'il s'aperçoit que c'est l'horreur parce qu'effectivement, il n'existe pas. Et ce gros plan est vraiment un gros plan, j'allais dire horrifique. Enfin, il pourrait être dans un film d'horreur, d'épouvante. Je veux dire, ça devient un passage. Il y a un passage un peu film noir avec tout le dancing, tout le côté les mauvaises filles et les mauvais garçons, mais c'est assez parodique aussi. Hein, c'est assez drôle, mais. Et puis il y a quand même une dimension d'épouvante. Donc c'est quand même un film de Noël, certes, mais qui en passe par plein d'autres genres. C'est pas seulement la comédie familiale avec ensuite une embûche et puis on est réconcilié à la fin. Ça va beaucoup plus loin, aussi parce que ça implique l'histoire américaine récente pour les gens, à savoir la Grande Dépression, la crise de 1929, le fait que tout le monde a tout perdu, qu'il y en a plein qui se sont suicidés, qu'il y en a plein qui ont perdu leur maison, qui ont été à la rue, etc. Et ça, bon, si on a vu d'autres films américains des années 30, donc 20 ans auparavant, il y a tout un cinéma de ça, qui peut être mélodramatique, qui peut être social, politique, et même chez Capra, ça s'en ressent. Donc même un des premiers films parlants de Capra qui s'appelle La Ruée, dont je vous ai peut-être déjà parlé, il y a une scène complètement qu'il reprend lui-même 20 ans après, qui est que les gens se ruent à la banque, et donc il faut absolument pour éviter que tout soit perdu, qu'ils reprennent tous leur argent qui n'est même plus là, mais tout ça est une question aussi de mise en scène, comment on traite la foule dans le cadre. Là, c'est un peu différent. On voit que c'est pas tant cette question, mais en tout cas, ça passe par l'individu. Ça passe, là encore, par le visage de James Stewart, puisque vous avez vu dans Mr. Smith que Capra a repéré dans ce visage, alors dans ce corps avec ses jambes trop longues, mais aussi dans ce visage quelque chose d'incroyablement humain, à la fois jeune et vieux. D'ailleurs, le père lui dit « Tu es né vieux, George ». J'aime bien. Tu es né vieux. Et alors ils traduisent par mature, mais bon, non, il dit vieux, quoi. Et donc il voit dans ce visage, un potentiel de tout, quoi, de toutes les variations humaines, de la peur, de l'angoisse, de l'amour, etc. Donc par exemple, le traitement du gros plan est pas si classique que ça, et on verrait pas ça dans un film de Noël. Donc à la fois, il paraît très convenu à cause des scènes finales, du miracle final. Et à la fois, je pense qu'il est quand même très différent de plein d'autres films de Noël qu'il y a eu. Oui. C'est curieux. Ce film me rappelle un film de Lubitsch, où
il n'y a pas un ange au début, mais le héros qui meurt se trouve, je me rappelle malheureusement plus qu'on a montré. Le titre. Allez, alors les autres, est-ce qu'il y a des gens qui étaient là pour notre rétro Lubitsch, parce qu'on l'a montré? Voilà, donc personne. Devant, ça fait plaisir. Devant la porte de l'enfer. Oui, effectivement. Et on retrace toute une vie depuis l'enfance. Oui, c'était Le ciel peut attendre. Voilà, exactement. Oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ce film-là sort l'année de la mort de Lubitsch. Lubitsch va mourir le 30 novembre 1947, donc quelques temps après la sortie de ce film-là. Effectivement, j'y ai pensé parce que ce film où c'est un type qui revoit sa vie en flashback au moment où il est entre l'enfer et le paradis, mais plutôt reçu par le diable, a priori. Il y a effectivement des rapprochements parce que quand il parle à Potter, quand George Bailey parle à Potter, clairement c'est mis en scène comme une discussion avec le diable. C'est sûr, c'est-à-dire que c'est la proposition qui lui est faite, et puis même la façon dont Lionel Barrymore joue ce rôle, il y a vraiment quelque chose de méphistotélique, très clairement. Oui, moi je voulais revenir sur la fin. Ce qui m'a un petit peu étonnée, c'est que, je ne vais pas dire que justice n'est pas faite, mais le méchant, qui est très méchant quand même, à la fin il n'est pas puni. Il s'en sort parce que c'est quand même lui qui a volé les 8 000 €. Et c'est vrai, on ne reste pas sans notre fin, puisque en fait, on voit la générosité des gens, donc c'est un petit peu un petit pied de nez. Mais on aurait bien aimé quand même que quelqu'un arrive à le dénoncer. Comme on aimerait bien que les 2 gamins qui ont ouvert la piscine aussi puissent être dénoncés et punis pour le mal qu'ils ont fait. Mais après, c'est le génie du film, c'est-à-dire que finalement, les méchants, voilà, c'était pas le problème en fait. Le problème, c'est la générosité de tout le monde qui vient lui rendre tout ce qu'il a pu leur donner. Mais c'est intéressant de noter ça, parce que ça souligne aussi une singularité de Capra, finalement, qui a l'air comme ça, très finalement convenu, bon, la famille, tout ça. Et en fait, dans aucun des films, dans mon souvenir qu'on a vu, le méchant n'est puni ou ne perd tout son argent. Et souvent, ce sont des gros banquiers. Et ça renvoie à, pour le coup, une espèce de lucidité économique, sinon politique, de Capra. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'un individu ne peut pas défaire le système. Il peut se battre là contre, il peut essayer et surtout aider par d'autres. Vous vous souvenez que Mr. Smith, c'était les petits-enfants lecteurs de son journal pour garçons qui l'aidaient aussi. Enfin bon, et les petits pages du Sénat, etc. Donc la lucidité, c'est de voir que faut pas croire. Enfin, c'est pas le grand soir, quoi. C'est sûr que ceux qui ont le pouvoir, ils vont pas le lâcher et que simplement c'est plus la survie du héros, y compris la survie économique, qu'autre chose. Enfin, dans mon souvenir, il n'y a pas vraiment de méchants qui soient mis à mal, et ce serait, pour le coup, ce serait de convention, me semble-t-il. Alors on peut dire que c'est conservateur, c'est-à-dire que du coup les forces en présence restent les mêmes, mais oui, parce que je pense que Capra, il pense sincèrement que ça va rester comme ça. C'est pas du tout un... Et d'ailleurs, quelqu'un m'avait demandé est-ce qu'il a eu des problèmes pour communisme, etc. Alors je me souviens qu'on est justement à la période macartiste là, qu'effectivement il a été question, puisque dans ses films précédents il y avait toutes ces histoires de solidarité de la communauté, etc. Il y avait des soupçons portés sur lui, mais en fait il a eu tellement de scénaristes qui, certains étaient vraiment communistes, mais lui pas du tout, parce qu'il n'était pas du tout politique au sens de l'engagement politique, que non, assez vite tout le monde a dit non, mais en fait aucun rapport, parce que regardez, en fait ce qu'il montre à chaque fois, c'est comment faire good banking, de la banque, de la finance, mais basée sur la communauté. Donc en fait c'est jamais révolutionnaire, c'est jamais anti-banque, même si son film La Ruée qui se passe à la banque, c'est pareil, il faut substituer un bon banquier à un mauvais, quoi, d'une certaine façon. Donc, en tout cas, si on cherche la punition du méchant ou la punition du banquier, c'est vrai qu'on ne l'a jamais, quoi.
Et il y a quelques petits détails qui m'ont marqué. Je trouve qu'il y a des petits moments de folie quand même dedans. Il y a cette espèce de corbeau qu'on voit apparaître tout d'un coup, là, en train de picorer une maison. L'écureuil. Et après, quand on rentre carrément dans non, mais c'est une ménagerie. Il y avait des oiseaux dans la cage, il y avait je sais pas, si on commence à regarder un petit peu tout ce qu'il y avait. Donc, je trouvais ça un petit peu bizarre dans le film. Mais ça, et le policier qui rentre avec son accordéon à la fin. Enfin, moi, il y avait et je pense qu'il y a peut-être pas mal de petits détails comme ça que les gens ont peut-être vu. Alors, je sais pas si c'est un parti pris. Ben oui, parce que ça, c'est comme dans la maisonnée de Vous ne l'emporterez pas avec vous. Vous vous souvenez où ils sont tous, les parents, les enfants adultes vivent là-dedans, le grand-père, les autres amis de l'âge du grand-père en dessous qui fabriquent des feux d'artifice, etc. Donc plus ils rajoutent comme ça avec cet effet un peu pittoresque et plus ça fait communauté, j'allais dire. Il y a même une communauté humains-animaux qui se trace de manière non dite, quoi, même si le corbeau il a un nom. Mais à mon avis, avec l'histoire du petit écureuil et du corbeau, ça participe un peu aussi de ce côté creepy, du fait que même le mot mort est dit plein de fois dans des expressions toutes faites qui ne sont pas liées directement à la mort. Enfin, voilà, ça peut aussi participer de ça, mais sinon, plus généralement, ça participe d'une sorte de vie, voilà, là où il y a du vivant et là où c'est plutôt... Avec, pareil, dans Deeds, c'est la musique. Enfin, voilà, il y a toujours ces éléments-là, ces détails un peu, ces décors un peu touffus. Oui, deux, trois remarques. Je voulais revenir sur la scène au début avec le droguiste, qui est un brave homme. Oui, j'ai oublié son nom dans le film, mais qu'on retrouve comme le brave homme, mais qui a la main lourde quand même. Gower, ouais. Et c'est un enfant qui est frappé à 4 reprises, et pas une gifle légère. Alors peut-être qu'en 1947, ça passait. Aujourd'hui, on voit ça différemment. Et surtout que personne ne lui en veut et que c'est un personnage extrêmement positif. Voilà, donc ça c'est une petite remarque que je fais, et je pense qu'un jeune public qui verrait ce film aujourd'hui, je pense à ma fille qui est plus jeune que moi, elle aurait sursauté sur son siège en voyant cette scène-là. Voilà. Juste là-dessus, c'est important ce que vous dites, parce que ça nous rappelle que la violence, effectivement, je me le suis dit en le revoyant là en grand, la violence survient tôt dans le film. Alors je parle des occurrences un peu de choses liées à la mort, mais au fond c'est ça, parce que la première mort qu'on apprend, c'est la mort du fils du pharmacien, de la grippe, vous savez, sur le télégramme, et on le voit boire, on le voit pleurer, on le voit frapper l'enfant, etc. et empoisonner potentiellement l'autre enfant. Donc en fait le film, c'est ça qui est intéressant du point de vue du rythme, enfin dans son écriture, les choses sont là en fait dès le début, quoi. C'est pas alors que ça nous donne l'impression, il y a les deux petites filles, les scènes très plaisantes en même temps au comptoir, mais il y a cette coulisse-là. Et juste pour vous dire que les scènes avec l'apothicaire, en fait, il est joué par H.B. Warner, c'est le juge dans Mr. Deeds, si vous avez vu Mr. Deeds. Et ces scènes-là, elles ont été écrites, par exemple, par Clifford Odets. C'est un dramaturge, mais qui était aussi un important scénariste hollywoodien. Donc en fait, je vous avais dit qu'il y a eu 8 scénaristes différents sur le film. C'est aussi amusant de voir cette espèce de marqueterie, parce que du coup, par exemple, lui, il a des scènes très dramatiques et très fortes. Alors c'est un peu composite, du coup. Ça fait un peu... C'est pas unifié forcément dans le ton, quoi. Et je voulais revenir ensuite sur un deuxième personnage, c'est Violette. Oui. Violette enfant. Et donc là, il la représente comme déjà une petite vampe, une petite séductrice. Ce qui est aussi un peu gênant de voir ça maintenant sans faire d'anachronisme, de montrer une enfant de 9 ans qui se comporte comme une petite adulte, mais avec la caricature et les clichés de la femme facile. Donc ça, c'était une surprise. Ouais. Et du coup, la représentation qu'il a des femmes, c'est soit
son prénom à Marie, qui, c'est la femme d'un seul homme. S'il n'a pas existé, elle devient vieille fille. De toute façon, elle ne s'est pas remariée, non? Et puis, en face, on a Violette, qui est l'allumeuse de service. Donc, c'est la maman et la putain. Ouais. Voilà. Donc, ces deux personnages qu'on retrouve dans cette représentation de Capra. Alors, effectivement, ce qui frappe par rapport aux autres films qu'on a montrés ici de Capra, où les personnages féminins étaient très forts, étaient des femmes très indépendantes. Souvent, le film était même centré, alors pour la période Barbara Stanwyck au début des années 30, était centré sur les personnages féminins. Et puis ensuite, quand il y a eu cette trilogie des Messieurs, là, c'était sur le personnage soit Gary Cooper, soit James Stewart, mais il y avait un personnage féminin très fort. Donc soit Stanwyck, soit Jean Arthur. Vous en souvenez, Jean Arthur qui est l'initiatrice, enfin qui écrit, et Stanwyck aussi qui écrit ce pauvre Gary Cooper, puisqu'elle l'invente, puisque c'est une chroniqueuse de journal qui invente ce Monsieur X. Donc c'était des femmes non seulement fortes, indépendantes dans leur vie urbaine, qui avaient leur vie, qui voyaient des amants ou pas, qui se mariaient pas tout de suite et tout, et qui travaillaient surtout, mais en plus Capra leur avait assigné une fonction octoriale, enfin leur déléguer l'art de l'écriture. Donc c'était des personnages très forts. Là, quand il a voulu, je vous dis, c'est après-guerre là, et quand il a voulu caster ce film-là, il a appelé Jean Arthur. Elle a lu le scénario et elle a dit bah non, le personnage il est vraiment Mary là, c'est pénible quand même. C'est bobonne quoi, et finalement Gloria Graham donne quand même un peu de sel à Gloria Graham, qu'on a vu par exemple les autres années. J'avais projeté à un moment Le Violent de Nicholas Ray. Elle joue un rôle important face à Humphrey Bogart. Bon, c'est une héroïne de noir et une femme, voilà. Mais c'est vrai qu'il a eu essuyé un refus de, je crois aussi, Claudette Colbert, Jean Arthur et Ginger Rogers. Pareil, parce que justement Ginger Rogers, si vous l'avez vu à ses débuts, etc., elle jouait vraiment des personnages pareils, urbains, qui travaillent, qui sont danseuses de revue, etc. Donc il y a une faille, vous avez tout à fait raison, il y a une faille sur les personnages féminins. Sauf qu'en fait, ce côté la maman et la putain, il est rendu plus complexe que dans la caricature qui est quand même là. C'est-à-dire que, de même que je disais que le méchant, le grand méchant, enfin voilà, il y a quelque chose de toujours très caricatural. Mais il y a la caricature et puis il y a en plus autre chose, me semble-t-il. C'est là où le cinéma de Capra est complexe, parce qu'il surcharge en plus de la caricature. Et quand je dis ça, c'est parce qu'il me semble qu'il y a un troisième terme féminin, alors vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, dans le film, et qui est George Bailey lui-même, au fond. C'est-à-dire que justement quand je disais ces histoires de double, et que c'est pas seulement le double avec le méchant, mais que c'est aussi le double avec son frère évidemment, mais aussi le double avec la bibliothécaire, c'est que lui il a, disons socialement, il a un risque d'être féminisé en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on ne lui laisse pas la place pour faire des études, etc. Il subit ce que certaines femmes subissent dans la société. Mais donc il y a deux choses. Il y a comment le personnage féminin en général dans le cinéma hollywoodien, qu'est-ce qui lui arrive après-guerre ? Parce que sociologiquement, on peut dire qu'après-guerre, il faut faire rentrer les femmes à la maison alors qu'elles ont beaucoup travaillé pendant les années de guerre. Donc il y a ça, il y a ce fait un peu extérieur à Capra qui est que, comme par hasard, dans ce cinéma-là, finalement les femmes, là où elles sont le mieux mises en valeur, c'est au foyer. Je vous invite à revenir l'année prochaine parce que on va voir ce qui se passe, surtout pendant les années 50 et chez Douglas Sirk, parce que bon, quand même, faut pas exagérer trop longtemps. Mais en tout cas, vous avez raison, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus conservateur que dans les personnages féminins des années 30 et du début des années 40. Mais il y a cet autre aspect, alors plus compliqué à expliquer, peut-être que j'explique pas très bien, mais moi qui ai une sorte d'intuition que j'ai, que le personnage de George Bailey, qui est très riche et complexe, il est entre guillemets féminisé, c'est-à-dire au sens
au sens péjoratif socialement du terme. Et d'ailleurs, je vais employer un mot contemporain exprès, invisibiliser. Voilà. Je vous dis ça parce que finalement, le volet fantastique, l'Uchronie, la dystopie, c'est exactement ça. C'est regarder le même film sur la même petite ville américaine, mais où vous êtes invisible, où vous n'êtes plus. Donc, si on veut, on pourrait trouver que c'est une sorte d'allégorie de la fonction de la femme aussi. J'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis à la fois d'accord avec vous, c'est presque une régression dans le cinéma de Capra de montrer ces deux personnages-là, plutôt qu'une femme forte, et en même temps, c'est peut-être aussi autre chose, quoi. C'est un film que je trouve totalement américain dans la mesure où je peux en tirer cette philosophie du regarder le verre à moitié plein, indépendamment de ce que j'ai fait. Parce qu'il est clair que, voilà, il y a des gens dont le retour sur une terre où ils sont témoins de ce qui se serait passé s'ils n'avaient pas été là, finalement, il y a des aspects qui peuvent être positifs. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors, voilà. Oui, ça me rappelle une chose qui est importante et que je voudrais dire. Je ne veux pas vous garder trop longtemps ici, mais je voulais revenir juste sur une chose, puisqu'on est tous attirés par une espèce de siphon qui est ce moment où il voit le monde sans lui. Et c'est important, c'est effectivement étonnant cet aspect du film. Mais en fait, tout ça est enchâssé dans un dispositif particulier dont on a assez peu parlé, mais qui est que Dieu, ou Joseph est projectionniste et Dieu est cinéaste, d'une certaine façon. Et c'est pas rien quand même. Et au début d'ailleurs, vous vous souvenez que l'ange est spectateur. Il dit « racontez-moi ». Et donc les autres lui racontent et lui montrent en fait le film que nous on voit. C'est-à-dire que nous égale l'ange qui est en train de regarder toute l'enfance et l'adolescence de George Bailey. Et puis à un moment, il y a une sorte de passage, de bascule. Et ça aussi, je trouve ça intéressant. C'est George Bailey qui devient spectateur. Voilà, je veux juste vous pointer ça. C'est-à-dire que dans la partie où il n'y est plus, c'est quoi sa caractéristique ? Il y a une dimension, si vous voulez, métaphysique, existentielle, psychologique, tout ce que vous voulez. Mais il y a aussi une dimension méta-cinématographique qui est que tout simplement, il est dans exactement la même position que nous. Nous, quand on regarde un film, on n'est pas dedans. Donc, c'est bête, j'en arrive à dire des évidences. C'est amusant. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on ne fait que ça, nous, en tant que spectateurs. De voir des lieux, y compris des lieux qui nous sont familiers, le monde qui nous est familier, restitué. Et en fait, on n'est pas dedans. Donc... voilà, je voulais juste attirer votre attention sur cette dimension aussi du film qui rajoute, à mon avis, une couche de complexité, mais aussi de joie. Parce que oui, c'est dystopique à l'extrême, son expérience à lui, il est sidéré, il est épouvanté, mais en même temps, si on pense à lui aussi comme un spectateur, ça décale un peu le point de vue, il me semble. Oui, et j'y vois un appel à l'action, en fait. Alors, je ne sais pas. Moi, j'y vois aussi un soulignement de la position paradoxale du spectateur qui va voir plein de films d'action, qui peut pleurer, qui peut rire, etc., mais qui est quand même bloqué sur son siège, enfin, qui est dans le noir. Dans tous les films de Capra, il y a des hommes de couleur, ouais. Mais les gens, ils ont tous le statut du domestique. Ouais. Donc, ils n'abordent strictement pas du tout cette question-là. Ouais. Et pourtant, 1947, n'est-ce pas, tous les Noirs qui étaient dans la guerre et tout ça. Donc, il me semble qu'il n'a pas vu du tout cet aspect dans la société américaine. Oui, bien sûr. Oui. Mais dans tout le cinéma classique hollywoodien, si vous regardez, les Noirs ont le plus souvent des emplois de domestiques, ou bien dans le train. Souvent, c'est parce que... Alors, j'avais cherché, parce que c'est choquant. Souvent, les gens qui servent dans les trains
ce sont des Noirs, et de fait, c'était le cas, en fait. C'est pour ça que... Donc, il n'a pas du tout traité la question. Il y a eu quelques autres cinéastes de la période classique qui l'ont fait, mais c'est une... Alors, par contre, là encore, revenez bien l'année prochaine, parce qu'on aura notamment un film où c'est au centre. Et puis... je ne sais pas, on peut dire que dans un film que j'ai revu récemment du début des années 30, donc d'avant le code d'autocensure, d'avant le code Hays, qui s'appelle Babyface de Alfred Green, l'héroïne Barbara Stanwyck vit avec quelqu'un qui à la fois la sert un petit peu, mais plus une amie, et qui évolue socialement aussi avec elle, mais finalement on n'est jamais quand même très loin de ça. Et ça reflète aussi des réalités sociales de discrimination absolue, quoi. Non, il s'est pas du tout engagé là-dessus, clairement. Ni d'ailleurs sur aucune vraiment communauté. Enfin, même si là on a la représentation des Italiens un peu, là dans ce film-ci. Et comme vous savez, lui, il est d'origine sicilienne. Mais c'était quelqu'un qui disait « je déteste les racines ». C'est-à-dire que cette idée comme ça de l'idéologie, par exemple, alors je ne parle pas de la question noire, hein, mais par exemple de traiter la communauté sur le mode des traditions liées à l'origine, etc. Vous ne trouverez pas du tout ça chez lui. Alors que chez Ford, oui. Ses origines irlandaises sont beaucoup plus explorées, par exemple. Lui, ça ne l'intéresse pas du tout. Il dit que sa meilleure expérience, c'est quand il avait 6 ans et qu'il était sur le bateau et qu'il allait vers les États-Unis. Et voilà. Donc, c'est intéressant comme quelqu'un qui peut être à la fois conservateur et à la fois, par exemple, pas du tout sur un communautarisme, mais donc sur ce qui arrive aux Noirs dans le cinéma, je dirais, mainstream blanc américain. Il faut absolument venir voir. C'est quoi? C'est le dernier film du programme de l'année prochaine, Mirage de la vie, ça ? Ouais, c'est le dernier. Voilà. Donc il va falloir attendre un peu pour développer la question. Mais en tout cas, sur la question des femmes et du fait que, à la fin de La vie est belle, Madame quand même rentre à la maison. Alors elle a sauvé son foyer, mais c'est vrai que c'est plus la fille qui plongeait dans la piscine ou qui se mettait toute nue dans un buisson, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est exactement, c'est vraiment là, ça va être l'une des questions centrales des mélodrames dont on va parler l'année prochaine, hein, c'est-à-dire ce qui arrive aux femmes. Voilà. Sur ce, je vous remercie pour votre patience et je vous dis à l'année prochaine. Bonnes vacances. Merci beaucoup, Charlotte.